intérêts personnels, de l'hégémonie, de leadership et tout ce qui s'ensuit, l'opposition est partie en rang dispersé et les résultats sont là. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est David Teke, Flasio, you already know. Merci de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne et likez la vidéo, likez, partagez si possible. Émission Club de la presse, le bilan global des parcours des élections législatives et régionales. Alors sans plus tarder, je vais vous laisser suivre l'émission tout entière. Suivez jusqu'à la fin, c'est très intéressant et laissez vos commentaires. Merci. Tout et pour tout, il faut le dire, ces élections ont permis quand même aux Togolais de s'exprimer, parce que les Togolais se sont exprimés. Les gens ont eu à faire la campagne comme ils le veulent, sans heurts ni grabuge, nous l'avons constaté, à part quelques incidents qui sont des incidents mineurs. Donc, en tout, je pense que tout s'est bien passé. Et ça, c'est mon constat à moi, parce que j'ai eu aussi à circuler sur toute l'étendue du territoire, dans certaines localités. J'ai pu visiter, j'ai pu assister à certains meetings de certains candidats. Donc, je pense que ça, c'est un pas pour le Togo, et on ne le dira jamais assez. Le calme qui a régné durant ces élections, je pense que c'est bon. Si on peut quand même continuer dans ce sens, ça va être une bonne chose pour le pays, au-delà de nos divergences. D'accord. Sylvestre, à la une alors de votre journal ce matin, La Machette, vous titrez « Faut-il en rire ou pleurer ?» Vous parlez bien sûr alors de ces résultats. UNI prend 108 des 113 sièges de l'Assemblée, et vous titrez encore sur un autre article à la page 4, bien sûr, « Échec de l'opposition, comme si nous étions prophètes ». Sylvestre, on dirait que vous étiez vraiment prophète. Non, aucunement. Je crois que sur l'ensemble, les élections se sont déroulées relativement bien, puisque on n'a pas eu à assister donc à des heurts. Je crois que ça, c'est ce qu'il faut saluer. Il faut saluer cette maturité-là, parce que même si nous ne partageons pas, nous n'avons pas la même idéologie, il faudrait quand même qu'on puisse au moins sauvegarder quand même le calme. Donc le calme a relativement régné, même si nous avions constaté quelques échauffourées au niveau donc à Kébou et tout, puisque certains jeunes sont sortis parce que ils ne sont pas contents donc des résultats des unes. Maintenant, l'autre constat, c'est que comparativement donc à la dernière élection présidentielle, la dernière élection que nous avions eue en 2020, on a remarqué que le taux de participation a aussi chuté un peu, puisque nous sommes aujourd'hui à 61%, loin donc de la présidentielle. Ça veut dire que les Togolais n'ont véritablement pas bougé, donc pour voter. Mais selon les tendances aussi, lorsqu'on voit un peu les tendances, on a aussi remarqué que le nord du pays a un fort taux donc de participation. Mais plus on descend donc vers la côte, on a remarqué que le taux de participation n'a jamais excédé 45%. Ça veut dire que pratiquement vers le sud de la partie, disons, méridionale, ou disons surtout vers le sud, beaucoup donc ne se sont pas déplacés pour voter. C'est également un fait. Maintenant, sur l'ensemble donc des élections, je ne suis pas d'accord avec Chaboré quand il dit que oui, certes, il y a des incidents, mais qui ne sont pas de nature à, du moins, au juge de la crédibilité donc du scrutin. En fait, c'est une formule que j'ai souvent pas appréciée, parce que déjà, quand il y a des incidents, ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un a été défavorisé au profit donc d'une autre personne. Et donc, tout naturellement, lui, donc, il gagne donc peut-être un siège indu. Il gagne indûment un siège, donc tout en défaveur donc de l'autre. Donc, quel que soient les incidents, même s'il y a un seul incident au cours donc d'une élection, il ne faudrait pas qu'on parce que c'est mineur, et donc ce n'est pas de nature à entacher donc la crédibilité du scrutin, puisqu'on a vu beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, on a vu des vidéos et tout, à condition que ces vidéos-là soient authentifiées, mais il faudrait aussi préciser que ça aussi, ça a un peu aussi gâché la fête au niveau donc de UNI, ça a un peu entaché donc
les résultats. Quoi qu'on peut dire que même si beaucoup donc d'électeurs au niveau de l'UNI sont sortis pour voter, mais ces vidéos de bourrage d'urne et tout ça, je le dis à condition que toutes ces vidéos-là soient authentifiées, les localités et identifiées avec les personnalités et tout. Et donc, pourquoi pas et que les autorités judiciaires puissent se saisir de l'affaire et ouvrir donc une information judiciaire. Je crois que on peut dire que, bon, l'opposition, oui, tout naturellement, je crois que c'était d'ailleurs la question. Nous sommes revenus un peu sur l'opposition et l'échec aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même sur les médias interposés. Il y a beaucoup qui trouvent des formules. On parle donc de tsunami, on parle de raz de marée, on parle de Bérésina, on parle donc de razzia. Donc tout cela, donc certains même pas donc de nos fois collectifs. Donc tout cela aussi, je crois que l'opposition a une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on ait quand même une honnêteté de le dire, parce que je n'ai jamais compris que devant une telle situation, les gens peuvent aller donc à ces élections avant dispersées. Et encore cette manière aussi donc de se concentrer à Lomé, puisque vous avez vu que presque les pontes donc du régime se sont retrouvés à Lomé. Vous avez Jean-Pierre Faba à Lomé, là la circoncision donc du Golfe. Vous avez professeur Oulou à Lomé, vous avez Maître Apévon à Lomé, vous avez Madame Adjamabo à Lomé. Et tout cela donc a participé à émietter les voix. Il y a une circoncision, je suis encore en train de fouiller mes tendances, peut-être je vais donner ça avant la fin de l'émission. Lorsque vous voyez le score donc de UNI qui a donc pris les 2 sièges, si vous prenez donc le cumul de ce que l'ANC et la DMP ont eu, ça dépasse donc d'une ou de 2 voix ce que UNI a gagné et qui a pris les 2 sièges. Vous ajoutez donc FDR et plus loin, je crois que c'est Alliance Ensemble qui se retrouve avec 806 voix. Vous additionnez tout cela, donc ils prenaient les 2 sièges. Voyez-vous? Alors, donc ça, c'est ce qui veut dire que s'ils étaient ensemble. S'ils étaient ensemble, et c'est ce que nous avons donc souhaité, même l'article là, nous l'avons publié le 14 février 2024, et nous avons quand même souhaité que, vu donc la situation aujourd'hui, il faudrait quand même que les gens puissent faire un maillage du territoire, mais surtout un bon maillage du territoire. Vous avez vu que Maître Gogoué, qui est toujours resté dans son fief, il a pris donc le siège là. Donc si on avait quand même tous ces pontes là, ont quand même essayé donc de couvrir un peu le territoire et que chacun soutient l'autre dans sa contrée, vous verrez qu'ils feront, quoi qu'on peut dire, avec ces vidéos qui circulent, ils feront donc un bon score que ce que nous voyons aujourd'hui, où tous se sont retrouvés avec un seul siège. Okay. Abbas, comment on peut expliquer ce résultat au niveau alors de l'opposition, c'est-à-dire 5 sièges pour ce qui concerne les législatives, toute l'opposition n'a eu que 5 sièges. Je pense que c'est le travail sur le terrain qui a marqué le travail, et puis la mobilisation, également les moyens. Sylvain vient de relever un point très essentiel, où les ténors de l'opposition, tous se sont retrouvés ici. On était avec un leader candidat sur ce plateau, il nous a expliqué pourquoi il n'a pas été dans son fief, ou pourquoi lui-même s'est positionné dans le monde. Donc, toutes ces questions-là, lorsque vous les prenez et vous les posez, vous allez voir que l'opposition elle-même est responsable de sa chute. Puisque même à l'intérieur du pays, j'ai vu même un tableau où on calculait, et lorsque vous prenez les points engrangés par l'opposition, ces points-là dépassent celui de UNIR. Ce qui veut dire que ils étaient allés ensemble. Les résultats qu'ils ont aujourd'hui, avec les 5 sièges, ils auraient pu prendre plus que ça. Mais comme on est dans un pays où c'est le moi ou rien, on ne veut même pas entendre parler de l'autre. C'est ça qui explique même ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, quand du côté du UNIR, vous avez vu comment le maillage du territoire a été fait. Tous les cadres du parti UNIR s'étaient retrouvés dans toutes les préfectures, dans toutes leurs localités, pour être au contact des populations, pour leur expliquer, pour leur dire votez ceci.
Mais là aussi, Abbas, c'est parce que pratiquement les cadres alors de UNI sont déjà dans la fonction publique et ce sont des gens quand même qu'on retrouve dans les ministères et tout. Ouais, mais et rapidement, on t'a dit que les cadres de l'opposition ne sont pas aussi dans la fonction publique. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est pas ça le problème. Une élection, ça se prépare. Ça ne se prépare pas un jour. Quand on dit qu'on a créé un parti politique, pour arriver au pouvoir, il faut aussi se donner les moyens de sa politique. On ne peut pas mettre ça dans la tête pour dire que non, les cadres unis sont dans la fonction publique, donc ils gagnent. Ce problème s'est toujours posé. À chaque fois, c'est le même discours qu'on tient, que les cadres unis sont... C'est donner les moyens. Même ceux-là que l'opposition a positionnés dans les bureaux de vote, est-ce que c'est les vrais militants de l'opposition qui sont là postés? Parce que si les gens sont allés là avec conviction pour dire qu'ils veulent faire le travail, pour sauvegarder les résultats, ça pouvait donner quelque chose. Et puis nous avons vu même un candidat, lorsqu'il a pris la part qui lui revenait pour les élections, pour le soutien de l'État aux élections, il a dit qu'il ne va pas investir ça pour faire la campagne électorale, mais pour sauvegarder les résultats, les bulletins de vote, tout ça là. Qu'est-ce qui en a été fait? Est-ce qu'on a pu sauvegarder ça? Il fallait beaucoup mettre l'accent sur les moyens que de dire que nous allons sauvegarder les résultats et continuer. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'organisation et de stratégie au niveau de l'opposition. On a toujours parlé de stratégie. On nous a dit quelle stratégie on va leur proposer. Aujourd'hui, pour les élections, là, c'est une leçon qu'ils ont tirée par rapport à à ces résultats-là. C'est une leçon qu'ils doivent faire. Se mettre ensemble pour gagner l'élection ne veut pas dire qu'on va toujours être là ensemble. Parce que vous voulez combattre quelque chose, il faut rester dans la logique de garder victoire. D'accord, Abbas. Est-ce que vous avez été surprise par ces résultats, au vu même d'ailleurs de tout ce qui s'est passé avant que l'élection n'ait lieu? Surprise, oui et non. Non, dans le sens où on est parfois tenté de dire que l'opposition porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Je m'explique. Et quand nous partons déjà sur le mode de scrutin, nous sommes partis sur un mode de scrutin à un tour, d'accord, proportionnel à un tour. L'opposition en face, le pouvoir, qui se présente comme un seul homme en discipline. L'opposition s'éparpille un peu avec plusieurs voix et ne fait pas en même temps le maillage du territoire. Si on était dans une logique de scrutin proportionnel à 2 tours, on pourrait dire dans un premier temps, l'opposition y va, et au deuxième tour, les voix qui ont récolté le plus de votes se regroupent pour faire face au pouvoir. Ce n'est pas le cas. Le premier tour, ce que tu récoltes, c'est ce qui t'appartient. Et quand tu fais un peu une lecture au niveau même des populations, la population a souhaité que l'opposition aille à ces élections comme un seul homme également. C'est-à-dire, dans les urnes, tu as le choix soit du pouvoir, soit d'un seul candidat au niveau de l'opposition. Les populations même ont souhaité ça. Mais à cause peut-être des intérêts personnels, de l'hégémonie, de leadership et tout ce qui s'ensuit, l'opposition est partie en rang dispersé et les résultats sont là. Bon, là où je suis un peu surpris, c'est le nombre de voix quand même que l'opposition a obtenu. Je pensais qu'elle pouvait avoir un peu plus que ça. Mais les résultats le disent, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Même si on a vu des vidéos qui ont circulé, attention, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, du numérique, où les manipulations sont tellement fréquentes qu'il ne faut pas tomber dans le piège des manipulations. Sans que ces résultats, ces vidéos ne soient authentifiées, sans que les auteurs ne soient interpellés, je pense qu'il est trop facile d'affirmer tout de suite qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu des bourrages, qu'il y a eu tout ce qu'on a pu les appeler. Maintenant, si on remonte un peu plus loin, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas tirer en fait des conclusions déjà des cas passés.
Nous savons tout ce qui s'est passé avec l'opposition face au RPT à l'époque. Je parle de 1994, de feu à Agboibor, le CAR et puis de feu Edem Kodio, UTD. On sait tout ce qui s'est passé. En 2002, on sait également ce qui s'est passé. L'opposition boycotte les élections et c'est cette législature qui saute le verrou de la limitation des mandats et qui saute également les élections à 2 tours. Malheureusement, dans la foulée en 2005, Yadema décède et nous continuons. En 2018, nous arrivons, l'opposition boycotte les élections, laisse le boulevard libre au pouvoir et c'est la législature issue de cette élection-là qui nous conduit aujourd'hui dans la 5e République. Mais finalement, on se demande, l'opposition reproche quoi à qui? Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Il y a un des opposants qui l'a reconnu sur ce plateau ici, que le fait qu'il ne dispose pas de moyens justifie également leur débâcle et puis le fait qu'il ne fasse pas le maillage du territoire. Mais si on n'a pas les moyens pour faire le maillage, il faut aller quand même dans une logique conséquente avec soi-même et espérer avoir quand même les résultats qui ressemblent à ce qu'on est. On ne va pas s'en prendre à quelqu'un d'autre. Je ne leur apprends rien. Ils sont mieux placés pour le savoir. Le jeu politique, c'est déterminer en fait les faiblesses de son adversaire et frapper là-dessus. Depuis l'opposition critique, même au niveau du discours aujourd'hui, il faut que le discours évolue. C'est l'opposition même qui a appelé dans ce pays. Ce discours n'a pas évolué? Le discours n'a pas évolué. Moi, j'ai entendu des gens dire c'est quand ça suffit, c'est la même personne qui gouverne depuis. Le discours doit être pas une réalité. Même si c'est une réalité, est-ce que cette réalité produit aujourd'hui les résultats escomptés? Les résultats des élections sont là par rapport aux discours qui ont été tenus. Les résultats sont là aujourd'hui. Est-ce que ces discours ont tenu également leurs promesses? Je crois qu'il faut être pragmatique et conséquent envers soi-même et faire évoluer les choses, trouver les moyens de sa politique ou au pire des cas pratiquer la politique de ses moyens pour pouvoir redonner du nouveau. Il faut que l'opposition apprenne à se réinventer et réjette du nouveau sang pour pouvoir espérer montrer quelque chose de nouveau. D'accord. Esther, merci beaucoup. Nous sommes rejoints par Fabrice Pétési. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi, bonjour aux confrères ici présents et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Fabrice, nous débattons de ces résultats déjà proclamés par la CENI le samedi dernier et aussi le lundi dernier. Je veux bien parler alors des résultats provisoires des législatives et régionales. Alors finalement, nous avons vu UNI seul qui obtient 108 sièges et l'opposition 5 sièges seulement. Est-ce que vous avez été surpris? Comment vous expliquez cela? Je crois que pratiquement tous ceux qui sont dans ce studio ont relevé beaucoup d'éléments qui expliquent un peu ces résultats-là que nous avons obtenus. Je ne vais pas revenir sur tous ces éléments. Je dirais tout simplement que pour moi, de l'analyse que je faisais au départ, je savais que UNIR allait gagner avec une très grande majorité ces élections-là parce que les arguments ont été donnés ici. C'est le parti le mieux implanté, le mieux organisé, celui qui a le plus de moyens également par rapport aux autres partis parce que oui, c'est vrai qu'au niveau de la charte des partis politiques, chaque parti politique est un parti politique, mais il faudra aujourd'hui comprendre qu'en réalité, il y a des partis qui ne valent pas, qui n'ont vraiment aucun poids électoral et qu'il ne fallait pas aller émietter les voix. Donc, plusieurs raisons expliquent cet échec de l'opposition. Il faut aussi dire que le fait pour UNIR d'avoir initié cette réforme constitutionnelle où on lui a dit tout de suite que cette élection était un peu comme le référendum par rapport à cette constitution. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les conséquences sont là. La constitution est promulguée et on savait que le parti qui devait arriver majoritaire prendra la tête de la présidence du Conseil des ministres. Alors donc, UNIR a fait un travail en tenant compte de cet élément-là, parce que le référendum, c'était quoi? Il suffisait à l'opposition de dire, alors si vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette réforme, il faut sanctionner UNIR dans les urnes en ne les votant pas. Et donc, effectivement, ça donnait l'impression comme si la réforme était impopulaire. Mais finalement, on se rend compte que
ceux qui ont voulu sanctionner ont choisi plutôt de ne pas aller voter. Alors, la plupart, parce que moi, de mon analyse, j'estime que le taux de participation qui est dans plusieurs localités en bas de 50% a joué beaucoup plus en défaveur de l'opposition. Ça, c'est un élément capital aussi qu'il faut relever parce que les gens ne croient plus au parti de l'opposition. En tout cas, les militants de l'opposition ne croient plus aux élections et donc ils ne sont pas allés voter. Mais ils sont toujours prêts à dire que l'élection a été volée. C'est un peu ça le paradoxe. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas voté, mais qui disent que les élections ont été votées. Moi, je crois qu'au niveau des partis, il faut instaurer une certaine discipline. Quelqu'un qui vient crier au volet, il n'a pas voté, il faut porter plainte contre lui pour arnaque. Parce qu'on ne peut pas se dire militant d'un parti. On fait tout, on participe au marché et puis bon, le jour du vote maintenant, on n'y va pas. Ça a beaucoup joué contre l'opposition et donc UNIR a gagné. J'entends les gens dire oui, ils ont tout pris. C'est là où il faut comprendre. Si cette élection, si ces résultats-là avaient été manipulés, si UNIR avait eu envie de manipuler ces résultats, il allait donner plus de sièges à l'opposition. Parce qu'effectivement... Comment ça? Oui, parce qu'effectivement, quand tu veux voler, tu voles de telle sorte qu'on ne sente pas trop que tu as volé. Donc, ils auraient fait des calculs pour dire, bon, on va leur donner peut-être 20 ou 40, comme ça va masquer un peu. Mais là, on a laissé les résultats tels quels. Et voilà, à la fin, tout le monde est surpris de se rendre compte qu'ils se sont retrouvés avec 5 sièges. C'est un peu la réalité. S'il y avait une manipulation, peut-être qu'on allait dire, bon, on va toi, on te laisse dans cette localité, on laisse à l'autre cette localité. Mais ça n'a pas été ça. On a laissé les résultats tels quels. Et c'est un peu ça quand on regarde, ça a l'air d'un résultat à la soviétique, mais c'est ce que les Togolais qui sont allés voter ont décidé, quoi. D'accord. Tchaboré, est-ce que vous comprenez le fait que, ou du moins, comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, des partis comme Bartir, NET, PDP, l'UFC ne se retrouvent plus, MRC justement, ne se retrouvent plus pratiquement sur cette liste alors de résultats et n'ont obtenu aucun siège. Non, je crois qu'on était en face d'une réalité qu'il faudrait comprendre. N'oubliez pas, aux dernières élections, il y a certains partis politiques de l'opposition qu'on estimait être les poids lourds qui n'y étaient pas. Je vais parler de l'ANC, je vais parler de la DMP également. Ces partis n'y étaient pas, ou le regroupement de partis n'y était pas à ces élections. Donc il faut comprendre ça, beaucoup joué. Et puis surtout, l'image que ces responsables dont vous venez de citer donnaient à tort ou à raison au sein de l'opinion avec leur participation, avec leurs interventions par-ci par-là. Et ça aussi, ça a joué également. Donc je pense que si aujourd'hui ils n'y sont pas, bon, c'est tout à fait logique. Hein, je ne peux pas dire que leurs militants ne sont pas déplacés. Oui, les militants sont déplacés parce que il faut voir les résultats qui sont sortis. Mais il faut aussi dire que, par contre, il y a certains au sein de ceux-là que vous venez de citer qui ont peut-être fait des erreurs au cours de leur parcours et qui a coûté à ces personnes également. Je ne vais pas citer de nom ici. Moi, je voudrais également rajouter par rapport à tout ce que les confrères ont dit ici, le fait qu'il y a aussi de l'impréparation. Il ne faudrait pas oublier. J'ai comme l'impression que l'opposition aussi a été surprise, hein, il faut le dire. N'oubliez pas que qui veut aller loin toujours ménage sa monture, hein, on le dit souvent. Et vous avez vu, lorsqu'il fallait aller au recensement électoral, en ce moment, l'opposition togolaise était dans une léthargie, était dans une tension avec cette situation du DMP, avec l'ANC, les tensions. Ça n'a pas tellement motivé les gens. Et le slogan ou bien le message qu'il fallait faire passer pour faire mobiliser la population, mais les électeurs pour aller se faire recenser, le message là n'était pas celui qu'il fallait. Si bien qu'il y a aussi cet aspect, beaucoup de gens ne se sont pas fait recenser et dans le parcours où il fallait aller à ces élections, d'autres carrément, ceux qui sont allés se faire recenser ont décidé de ne pas aller. Et vous avez vu, surtout dans la partie méridionale, on l'a dit, le taux de participation, mais Fabrice a dit quelque chose de très important. Et cette histoire de régime parlementaire a boosté, a donné en quelque sorte du tonus à UNIR qui a mis tout en œuvre pour pouvoir prouver
qu'effectivement, il en était capable. Et c'est ce que le parti a démontré. Ça, il faut le dire, comme je l'ai dit tantôt. Moi, j'ai circulé un peu le territoire du pays. J'ai vu comment les gens ont mené campagne. J'ai vu comment les partis politiques de l'opposition ont mené campagne. J'ai vu également comment UNIR a mené campagne. Franchement, il faut qu'on soit honnête pour dire que UNIR avait débloqué beaucoup de moyens pour pouvoir faire cette campagne-là, pour pouvoir mobiliser ses électeurs pour que les électeurs aillent voter. Voilà ce que je voudrais ajouter par rapport à ça. C'est vrai que sur le sujet, pour le fait que certains partis politiques qui étaient dans la législature, qui finissante, qui ne se retrouvent même plus alors à travers les résultats, qui ne se retrouvent même plus dans les résultats ou avec pratiquement aucun siège à l'Assemblée nationale. Vous avez titré sur le sujet Kabwa, Dieri, Alipui, etc. et vous dites alors retour à la réalité. Alors, est-ce que ça veut dire que nous n'étions pas dans la réalité? Si vous voulez, je peux même mettre retour à la normalité. Non, écoutez, lorsque vous prenez ces députés-là, vous avez vu que ils ont tendance, lorsqu'ils étaient donc au Parlement, ils donnaient l'impression d'avoir usurpé le poste. Vous voyez, lorsque quelqu'un même dansait même sur la chaîne nationale en disant quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous voyez, c'est comme s'ils ont laissé, nous avons pris. Mais cette fois-ci, quand ceux-là ont décidé de ne plus laisser, ils n'ont pas pris. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'ils donnaient l'impression que c'est eux qui ont laissé, nous avons pris. Maintenant que ceux qui ont laissé ont décidé de ne plus laisser, ils n'ont pas pu prendre. Donc, mais ce qui est également intéressant, c'est le score réalisé par beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement prospéré. Lorsque vous voyez donc au niveau donc de Daï où Abbas Kalbo a perdu devant donc le militant ou le cadre donc de l'ADI, vous avez vu qu'il n'a pas réalisé en réalité un score qu'on peut espérer d'un député sortant. Voyez-vous, donc lorsque vous prenez tous ces éléments-là, mais celui qui arrive à sortir la tête de l'eau, et là je crois qu'il faut véritablement regarder d'un autre œil ce parti-là, c'est Bati. Lorsque vous voyez les tendances, il arrive parfois que Bati devienne presque deuxième derrière UNIR et qui a plus de voix même que certains partis traditionnels. Vous savez dire que de ce côté-là, peut-être qu'il y a un travail qui se fait. Lorsque plusieurs tendances, si vous finissez l'émission, regardez un peu les tendances, vous verrez que soit Bati est deuxième ou troisième et au plus à la quatrième position. Donc ça veut dire que c'est également un parti, c'est-à-dire la nomenclature même de la classe politique est en train de changer. Et peut-être tôt ou tard, on risque donc de ne plus voir peut-être certains disparaître aussi avec ce score-là, où bon, certains, il ne reste que le président, parfois le président qui est tout. Donc, bon, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ça peut véritablement décourager beaucoup d'entre eux. Et donc, certains partis traditionnels risquent aussi de disparaître malheureusement. On les verra peut-être par des discours sporadiques et tout, et après, bon, ça ne marchera plus. Mais ceux-là, tel qu'on le dit en ce qui concerne donc les ex-députés, les ex-OA et Jerry Tama et tout. Donc, aujourd'hui, c'est la réalité, tout est revenu maintenant à la normale, quoi. Donc, et ceux qui avaient l'habitude donc de faire le jeu politique et tout ça ont véritablement pris. Bon, j'ai écouté l'un d'entre eux qui est fair play, le Innocent Kagbara qui dit que bon, il leur a donné aussi de manger, de goûter un peu, quoi. Donc ils se sont retirés pour donner donc la place à ceux-là. Mais là aussi, Innocent disait que mais cette fois-ci, on va voir ce que l'opposition traditionnelle viendra faire avec cette minorité à l'Assemblée. Justement, je crois que ça aussi c'est un fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout ce terme, le naufrage collectif et tout ça, mais les 5 vont quand même nous permettre de savoir ce qui se passe à l'Assemblée. Puisque s'ils ne sont pas d'accord, ils vont le dire. Voyez-vous, s'ils ne sont pas d'accord, au moins les 5 vont au moins hausser la voix, nous dire concrètement ce qui se passe à l'Assemblée. C'est mieux que de laisser peut-être UNIR prendre les 103 sièges et les 113, et puis bon, finalement on est là, on ne saura même pas ce qui se passe. Et puis bon, eux, même quand on dit de lever la main, certains vont dormir, ils vont lever la main après. Il y a aussi un fait important, peut-être je termine par là. On risque aussi d'avoir un opposant qui sera donc le doyen de la 7e législature avant même qu'on ne puisse faire. Puisque aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu ceux qui sont élus, il y a un doyen déjà de l'opposition qui s'affiche.
et c'est lui qui va peut-être diriger donc les premières assises au niveau donc de l'Assemblée nationale. C'est important puisqu'on a... C'est une bonne chose. Abbas, la question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce que ces partis politiques qui seront même déjà des partis extra-parlementaires deviendront, parce que on connaît l'enjeu même d'ailleurs de ces élections. Ces élections nous amènent alors dans une nouvelle république, et avec la promulgation même d'ailleurs de cette nouvelle constitution tout récemment. Et qu'est-ce que ces partis deviendront? Ils sont toujours partis politiques. Ils sont là parce qu'ils sont créés pour aussi animer la vie politique du pays. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué à ces élections-là qu'ils vont disparaître. Mais est-ce que leur voix comptera toujours? Non, c'est que normal, désormais, c'est que la classe, au niveau de la politique, il y aura un changement de beaucoup de choses. C'est-à-dire il y a une réforme au niveau de la classe politique. Par exemple, quand vous prenez le CPDC, c'est CPDC. CPC. Oui, CPC, voilà. Il y aura une réforme au niveau du CPC. Ce ne serait plus les partis là qui vont être là. Puisqu'on a dit que c'est les partis qui ont eu à être élus. Quand vous voyez même aujourd'hui, la particularité même de ces élections, c'est que les indépendants, aucun indépendant n'est passé. Aucun indépendant n'a été admis. Alors que dans la législature qui est en train de finir là, c'est plusieurs indépendants et dépasser même les partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est ça qui avait encouragé d'autres qui sont là. C'était des indépendants politiquement motivés. Ouais, donc pour venir aussi être candidat indépendant. Mais bizarrement, pour cette fois-ci, les indépendants qui étaient plus nombreux, les candidatures des indépendants qui étaient plus nombreux que les partis politiques, aucun d'eux n'est passé. Donc ce qui veut dire qu'il y a une recomposition même de la classe politique, puisque au niveau des CPC, il y a aussi les indépendants qui siégeaient. Aujourd'hui, ça va changer tout. Et on va voir la recomposition de cette classe politique. Au niveau même de choses, quand Sylvain dit peut-être qu'ils vont nous donner autre visage à l'Assemblée, mais on espère que ces 5 partis de l'opposition acceptent d'y aller, acceptent d'aller siéger. Comment ça? Ouais. Est-ce que peut-être qu'ils vont se faire représenter et le problème va se poser. Aujourd'hui, lorsque nous prenons les résultats provisoires, le chef du parti politique, chef de l'opposition, c'est Gogué, provisoirement. Maintenant, il faudra avoir aussi un groupe parlementaire. Les 5, ils vont disposer de combien? Est-ce qu'ils vont s'entendre pour avoir 5, pour constituer un groupe parlementaire ensemble? Du moment où il y a des problèmes, il faut revoir ce que le code électoral ou bien la constitution dit par rapport à la composition du groupe parlementaire au niveau des choses. D'accord. Abbas, merci. Fabrice, est-ce qu'on peut penser que déjà ces 5 peuvent alors s'organiser et constituer aussi un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale? Surtout, je pose la question parce que nous connaissons un tout petit peu les clivages qui se trouvent entre ces partis politiques. Je crois qu'il va falloir attendre peut-être le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour voir quelles sont les conditions pour constituer un groupe parlementaire, parce que ça varie parfois, parfois ça tient également compte des réalités. On peut aussi décider faire un groupe parlementaire seul. Comme vous le dites, c'est possible que dans les discussions, on leur donne quand même une chance pour qu'ils puissent s'organiser à 5 minimum. Parce que quand vous prenez le groupe parlementaire net PDP, c'était combien? Il était 4. C'était 4. Donc, il y a 3 du net et un du PDP. Donc peut-être qu'ils peuvent s'entendre et dire à 5 on peut faire un groupe parlementaire ou à 3. Mais donc, pas à 1 quand même. On ne peut pas être seul. C'est les partis politiques, c'est pas le nombre d'individus. Non, c'est les partis politiques. Oui, dans le parti politique, il y a combien de députés? Ce n'est pas le nombre de partis qui font le groupe parlementaire, mais c'est le nombre de députés. Il faut avoir un certain nombre de députés. C'est pour cela certains coalisent avec d'autres partis pour avoir ce nombre-là et créer un groupe parlementaire. Moi, je crois qu'ils vont s'entendre pour créer ce groupe parlementaire-là. Alors, les clivages, je crois qu'ils peuvent se baser sur les résultats. Gogué est le chef, en tout cas provisoirement. Avec 2 députés. Il n'y a rien à faire. C'est lui qui a le plus de sièges après. C'est la deuxième force politique du Togo au Parlement aujourd'hui après UNIR.
mathématiquement. Oui, mais ça c'est clair, même si c'est deux députés. C'est le leader de l'opposition. Et donc, c'est comme en 80, je me souviens en 94, Kofigo, le CFN de Kofigo, il était seul au Parlement et il disait qu'il était la 3e ou la 4e force. Alors, mais ce qui est sûr, il faut qu'il le fasse parce que j'entends les gens parler de le boycott, donc c'est pas la peine de boycotter. Il faut y être. Parce que quand vous regardez, mais c'est des gens que même s'ils sont pas nombreux, il y a des fortes gueules dedans. Hein. Oui. Ouais, même s'ils peuvent pas avoir de l'influence sur les décisions qui seront prises, mais ils peuvent donner un autre son de cloche quand même qui peut permettre aux citoyens de se faire une idée. Je compte sur une dame comme Adjamagbo pour être dans ce Parlement. Elle seule, elle représente 10 députés en termes de prise de parole. Il y a Pévon aussi qui est là. Il y a aussi Pévon. Donc, moi, je crois que même s'ils ne vont pas influencer toutes les décisions qui seront prises, mais ça les débats peuvent être quand même contradictoires au Parlement grâce avec les 5. Maintenant, pour finir, oui, les partis extra-parlementaires, que vont-ils devenir? Oui, bon, il y a plein de partis qui n'ont jamais expérimenté le Parlement, hein, mais ils ont eu la chance de le faire avec le boycott. Et je dirais même, oui, ceux qui avaient laissé, ils ont pris. Certains sont revenus aujourd'hui, ils n'ont rien eu aussi. Donc, bon, finalement, ils ne peuvent pas trop se plaindre. D'accord. C'est vrai qu'Abbas évoquait un sujet tout de suite concernant surtout le fait que aujourd'hui on ne voit même pas un seul groupe indépendant à l'Assemblée nationale sur comment l'appelle-t-on, cette liste, ou dans cette liste alors des résultats, aucun indépendant n'est là. Est-ce que vous avez été surprise alors par aussi ces résultats, parce qu'on connaît, on sait la législature qui vient de finir, on comprend tout simplement qu'avec cette législature nous avons eu beaucoup d'indépendants quand même. Oui, les résultats sont là, surprise non, puisque on sait à peu près les conditions dans lesquelles les indépendants surtout se sont préparés. Je ne vais pas rentrer dans les secrets de Dieu, mais je sais que certains ont été cooptés même juste comme ça pour faire figuration sur des listes et battre campagne. Donc, certains sont allés sans grande conviction. Du coup, par rapport aux indépendants, je ne dirais pas que je suis vraiment surprise par rapport à ces résultats. Maintenant, revenons, faisons une analyse un peu plus poussée par rapport au boycott. J'ai donné des exemples tout à l'heure. J'espère que l'opposition ne va pas rentrer une fois encore dans l'erreur de boycotter des sièges au Parlement suite à ces résultats-là. C'est ce qui fait dire en fait que la majorité ou certains de nos hommes politiques sont là juste pour des intérêts personnels. On a comme impression que quand la manne ne m'appartient pas à moi seul, je ne peux pas lutter dans l'intérêt général. On peut être parti extra-parlementaire ou avoir la minorité mais faire entendre sa voix. Et c'est justement sur ce terrain maintenant qu'on les attend. Ils ont gagner 5 sièges à l'Assemblée. Bon, c'est ce que les urnes disent. Ils n'ont qu'à aller siéger et qu'ils fassent entendre leur voix. Ça permet de recréer le débat. Ça permet de mieux réorienter les choses. Mais rester dans une perspective de boycott parce qu'on n'a pas la majorité, on ne peut rien faire, s'apitoyer sur son sort. La campagne d'ailleurs a laissé déceler beaucoup de choses par rapport à la discipline et à l'éducation aujourd'hui des militants au niveau des partis politiques. Au niveau du pouvoir, on l'a vu aisément. Je ne peux pas comprendre que des hommes politiques sont venus sur le terrain et ce que les populations demandaient, c'était juste des gadgets. Je n'ai pas vu des populations demander le bilan, les réalisations des partis avant de revenir vers nous aujourd'hui pour demander encore une autre voie. Donc il y a une question d'éducation même des militants d'abord au niveau des partis, de discipline au niveau des partis qui doit s'imposer et c'est aux différents états-majors des différents politiques de le faire. Il ne faut pas juste dire qu'on attend la majorité à l'Assemblée pour pouvoir faire quelque chose. Il faut inventer. C'est peut-être l'occasion également d'évoquer la gérontocratie maintenant au niveau des partis. Il faut donner du sang neuf. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont dynamiques, qui ont envie de proposer, mais on a comme l'impression que des gens disent bon, si c'est pas moi, c'est personne, je rejette tout en bloc. Il faut laisser la possibilité à tout le monde de proposer et c'est à travers des débats contradictoires que la vérité rejaillit et qu'on recrée du nouveau pour les populations. Merci beaucoup Estelle. J'aimerais qu'on parle alors de cette question alors de
5e République, puisque nous y sommes. Et Sylvestre, vous titrez sur le sujet Curiosité africaine. Au Togo, le président Faure promulgue une nouvelle constitution dont le contenu reste inconnu du peuple. Le Mania libéré, Abbas, vous titrez Bienvenue dans la 5e République togolaise. Alors, Abbas, après Abbas, il y a Fabrice, vous titrez vers une alternance à la tête du Togo. Qui sera le premier président de la 5e République? C'est une question que vous posez. Alors, Sylvestre, on est déjà dans la 5e République. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est qu'on a une nouvelle constitution et on n'a pas encore le contenu. Déjà, ça change quelque chose. On ne peut pas promulguer une loi et que le bas peuple ne sait pas le contenu de la loi. Il est souvent dit que nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, cette fois-ci, nous n'avons même pas la loi pour lire et peut-être penser que bon, elle existe ou elle n'existe pas. Je crois que je le dis, c'est pas sérieux. Si aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, bon, à moins que quelqu'un ne soit chanceux et qu'il a déjà, nous n'avons pas la Constitution. Nous n'avons pas la dernière constitution, du moins si vous voulez, la mouture finale. Puisque c'est vrai qu'il y a des extraits que nous avons vus sur les réseaux sociaux, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure pour les vidéos, à condition que ces extraits soient aussi authentifiés. Et puis on nous dit que véritablement, c'est cela. Nous avons eu un député ici qui était donc fait partie des initiateurs du projet. Bon, nous l'avions demandé, même si lui-même fait partie, il a dit non. Et bon, il hésitait. Ça veut dire que ceux-là même qui ont fait le projet même ne veulent pas se faire voir. Et aujourd'hui, même ce qu'ils ont proposé, leur bébé, on ne connaît pas le bébé. Mais jusqu'à ce que la loi est rentrée en vigueur. Maintenant, aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que nous sommes dans la 4e République ou si nous sommes dans la 5e République? Mais comme nous sommes à cheval aujourd'hui. Puisque c'est promulgué. C'est promulgué. On est dans la 5e République. Nous sommes dans la 5e République. Maintenant, nous avons donc l'ancien président qui est là. Nous avons donc un premier ministre qui a été nommé par l'ancien président. Or, ce sont quand même des dispositions de la 4e République. Il n'est pas encore mais c'est des temps juste. Non, bon, du moins, il y a un président qui est là, il n'est pas encore. Il y a des dispositions transitoires. Justement, est-ce que c'est. Voilà. Je voulais revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a une disposition transitoire? Il y a des dispositions transitoires. Donc, ça veut dire que. Je l'avais dit que tu as la nouvelle constitution. Non. Si tu as la disposition. Je n'ai pas la nouvelle constitution, mais selon ce que j'ai appris, il y a des dispositions transitoires. Mais quelles sont ces dispositions? Je n'en ai pas, comment je peux le faire? Mais celui qui te l'a dit, t'a trompé. Mais ce que je voudrais faire comprendre, de toutes les façons, le test, quoi qu'il en soit, après qu'il soit promulgué, le test va être au vu et au su de tout le monde. Je pense que ça ne va plus tarder. Et ça, on est obligé, quoi qu'il en soit, on aura connaissance de tes textes. C'est pourquoi il faut garder patience, je le dis, et moi je dis que cela ne va plus tarder. Mais toujours est-il que on ne l'a pas fait. Ceux qui ont pensé à faire ce texte, ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout préparé. Donc ça veut dire que d'ici les jours à venir, le texte a été promulgué, certes, mais il ne faut pas ôter de vue que le mandat du président actuel court jusqu'en 2025. Et là, si, le mandat court jusqu'à... Il a été élu sous l'ancienne constitution, mais son mandat court jusqu'en 2025. Donc il finit normalement son mandat avant que... Là, elle me rejoint. Puisque aujourd'hui, là où nous sommes à cheval entre la 4e et la 5e République. Dans la 5e République. Vous voyez? Si on continue à forcer. C'est ça qui fait dire à Cameroun que nous sommes en transition. Le problème, c'est que lorsqu'on promulgue une loi, il y a une procédure qui suit. C'est clair. Parce qu'après la promulgation, il y a un processus avant que les gens ne puissent avoir accès. C'est la publication au journal officiel. Lorsque ça va au journal officiel, on vient imprimer ça. Et ça devient ça tombe dans le domaine du public. C'est parce que c'est par rapport à la Constitution que nous sommes en train de dire que pourquoi on ne connaît pas ça. Les autres lois qui sont prises, elles suivent le même processus. Vous passez par... Ce que nous disons, Abbas. Non, c'est pas ce quand on promulgue la loi au journal officiel, ça tombe dans le domaine public. Et ce n'est pas encore allé dans le... Est-ce que c'est déjà allé dans l'officiel? Ce que je dis et que vous semblez, vous feignez ne pas comprendre, c'est que nous avons une loi
et la loi a été discutée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est appelée une représentation nationale. Et donc ça veut dire que ceux qui sont là sont censés avoir donc le test. S'ils ont le test, ça veut dire que ceux qui nous représentent normalement devaient quand même nous donner le test. On ne donne pas le test. Non, avant que cela ne soit promulgué. On doit dire d'abord, il y a une chose. D'abord, il y a une chose. Si ça changeait, allons-y. Si à un moment donné, certains disent que cette constitution-là est bonne, d'autres disent qu'elle n'est pas bonne, c'est que les gens ont une idée du constitution. ça c'est clair. Il ne faut pas Ils n'ont pas les hypocrites. les gens ont une idée. Le test a été débattu à l'Assemblée nationale où les audiences sont publiques. Ceux qui voudraient auraient pu aller et écouter. Et on a les morceaux choisis par rapport à cette constitution. On sait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le président du Conseil des ministres qui est issu, qui est le président du parti parlementaire. Ça, c'est les éléments fondamentaux de cette constitution. Et qui aura maintenant un président honorifique sans réel pouvoir. Tout ça là on connaît. Oui, Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir si nous sommes dans la 4e République ou dans la 5e République. On est dans la 5e République. Et il y a Tiamoro qui parlait de disposition transitoire. J'ai dit, donnez-moi donc la disposition transitoire. Aucun de nous ici n'est capable de nous. Tu ne peux pas me demander de te donner la disposition transitoire à partir du moment où tu es journaliste comme moi. Tu es censé. Ça veut dire que ce que je dis, quand tu prends la constitution de la 4e République, c'est tout. Il y a toujours une disposition. Personne dans la loi. Personne ne l'a dit. S'il vous plaît. Ça fait un peu de bruit là. On va y aller un à un. Non, le test intégral de toute constitution votée est promulgué in extenso après la promulgation, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur. Puisque avant la publication au journal officiel, ce n'est pas encore officiel. Oui. Du coup, pour éviter les polémiques, des changements, tout ça, là, on s'assure que c'est promulgué, c'est publié au journal officiel. Il y a un jour franc et le lendemain, ça rentre en vigueur. Et là, à partir de ce moment, c'est disponible même sur toutes les plateformes à l'Assemblée. Tu peux l'obtenir. Ce que je dis. Maintenant, les autres, est-ce que c'est normal? La promulgation, ça reste des... Oui, c'est normal. C'est normal. Nous qui sommes ici, aucun d'entre nous n'a le test de la version finale du test. C'est normal. C'est des spéculations, c'est des supputations. Le débat est intéressant, s'il vous plaît. Mais je pense quand même que notre heure est presque finie pour le débat. Donc, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, bien sûr. Bonjour. Votre nom, c'est Yao de Kégué. Yao de Kégué. Yao, allez-y. Oui. En parlant de la nouvelle constitution, Oui. Je dis dans l'ancienne constitution de la 4e République. Bon, si on peut parler de l'ancienne, on dit que tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Alors, je voulais demander quel est l'acte que le peuple peut poser par rapport à ces circonstances, puisque on remarque qu'on change de constitution sans consulter le peuple. D'accord. C'est votre question. C'est ma question. D'accord. Merci beaucoup, Yao. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse ce mercredi 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, c'est Nyamavo. Allez-y. Oui, je connais le plateau. Excusez-moi, je vais diminuer un peu le bruit. Oui, Nyamavo. Oui, je me suis. Diminuez un tout petit peu le volume de votre... Oui, c'est bon. Oui, c'est bon maintenant, je pense. Oui, vous savez que les gens ne veulent pas voir que réellement ces élections-là étaient truquées. Ce n'était pas truqué. Au moins ceux qui ont écrit, que par exemple, lui, il a écrit que c'est bon, le régime parlementaire, il a allé, il dit que la population l'a compris. Mais finalement, on a vu beaucoup de campagnes
les indépendants battre campagne pour punir, c'est logique qu'on ne les voit pas à l'Assemblée nationale. Donc, quant à l'opposition, nous tous on le dit, l'unicité favorise. C'est pourquoi il a multiplié aussi les indépendants pour embrouiller, décourager les militants. Voilà pourquoi les militants ne sont pas sortis. Maintenant, une question j'ai multipliée. La rubrique A et la rubrique B. Dans la rubrique A, il y a alternance, limitation du mandat. Et on connaît, le pays connaît le développement. Dans la rubrique B, même le chef de l'État reconnaît qu'une minorité, ça n'a pas de bien. Et les ministres ne changent pas, on ne les change pas, les mêmes font 30 ans, 40 ans. Est-ce que ce n'est pas pour encourager le vœu? Maintenant, vous allez choisir entre A et B, quelle rubrique est favorable. Merci. Merci beaucoup, Nyamavo, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, je veux parler à l'émission. Oui, votre nom c'est? Allô? Oui, votre nom? Allô? Ah, mais décidément, il n'a pas de retour. Michel, on insère un autre auditeur. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? 22 21 33 114. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? C'est monsieur Patrick. Monsieur Patrick, vous nous appelez de quel quartier? Je suis à Legbasito. Legbasito, allez-y. D'abord, mes félicitations vont directement à la dame qui est avec vous là. Estelle Koudamou. Je souhaiterais qu'elle soit toujours avec vous pour les émissions. D'accord. D'accord. Maintenant, je vais faire un point. C'est que nous, tout le monde, nous ne nous connaissons pas. Moi, j'ai du même à l'opposition. J'essaie de critiquer maintenant. On dit toujours que si le samedi veut être bon, c'est le vendredi soir. Ils n'ont pas commencé dès maintenant à réfléchir pour voir par quel moyen ils se passent. 6 ans, c'est rien. Ils sont là, ils écoutent tous ceux qui sont au diaspora. Ils les disent des choses et ils font ça. C'est pourquoi il faut dire la vérité, quelles que soient les fautes. Il y a Mme Adjamabo, il y a M. Farr. Ils sont là au pays, qui les arrête? Personne. Ils n'ont qu'à revenir, ceux-là qui veulent vraiment l'évolution de ce pays, ils n'ont qu'à revenir au Togo. Et ils vont décider, s'il faut gagner les élections, ils gagnent les élections. Les gens sont là, qu'ils sont là, on les. Et les gens Pierre Farr, Mme Adjamabo, on les. Vraiment, l'opposition, tout compte faire, c'est déjà passé. Même ils peuvent critiquer, il est là à venir, ils n'ont pas voulu. C'est sûr que ça ne peut plus revenir. Et tout, et ils sont là, ils dérisent, c'est tout, point bas. D'accord. Ils n'ont pas réfléchi, vraiment. Merci beaucoup, Patrick. Pour maintenant, on dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Ok, merci. Dans 6 ans, il peut vous gagner les élections. Si vraiment il arrive à gagner les terrains. Okay. Merci beaucoup Patrick pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom c'est? Oui, je voulais participer. Oui, votre nom, vous y êtes, votre nom? Pardon? Oui, votre nom? C'est Malik. Malik, vous nous appelez de quel quartier? Allô, Malik? Pardon? Oui. Oui, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle d'Agoué. Agoué, allez-y. À propos de la Constitution, là, et nos frères qui sont en train de discuter sur ça, là, moi je trouve ça louche. Parce que l'UNIR a déjà planifier ses plans avant d'aller à l'élection. Et ils empêchent aussi les opposants à manifester. Et tout ça là, ça joue aussi. Il ne faut pas accuser l'opposition. Que ils ont fait quoi. Non, il ne faut pas accuser l'opposition. Il faut accuser plutôt l'UNIR d'avoir empêché les autres à faire ce qu'il faut avant d'aller à l'élection. Et ils ont eu leur temps. Ils ont eu leur temps pour discuter avec la population, non? Pourquoi ils empêchent les autres pour discuter avec la population?
D'accord. La façon dont la dame là aussi est en train de non. Oui, s'il vous plaît, nous ne voulons pas quand même pas que vous attaquiez à quelqu'un sur le plateau. Malik, c'est bon, vous avez été compris. 22 21 33 74 91 36 63 75. Après Malik, nous insérons notre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bon. Votre nom, c'est? Oui, c'est Bill. Votre nom? C'est Bill. Bill? Oui. Vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Kégué. Kégué, allez-y, Bill. Ça fait longtemps que, bon, j'ai voulu, mais je ne l'ai pas fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Moi, je laisse tout de côté. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes en train de dire là-bas que le discours là arrive toujours. Le discours doit arriver. Le discours là, ça doit arriver chaque fois. Parce que si la personne est là, on dit un mandat, 2 mandats, c'est fini. Mais si c'est que 2 mandats, c'est fini, tu parles plus que quelqu'un, le discours ne sera pas là. Et si la personne là, elle là, les gens disent qu'il veut être là à vie. Mais c'est normal. Donc, dites-vous que, personnellement, il me semble que excusez-moi beaucoup, il y a certains qui sont là, et puis des gens qui vont dans un autre pays, et puis reviennent faire votre émission, et puis ils repartent encore. Et puis non, l'autre monsieur l'a dit aujourd'hui que si ils ont dit que bon, le président a déjà promulgué le résultat. Moi, je teste. Où est ça là? Moi, qui suis ici maintenant, je ne connais même pas ce qu'ils sont en train de dire. Sincèrement parlant, il faut que, bon, vous arrivez là-bas, vous êtes en train de dire, ils empêchent les gens de faire quelque chose, les autres sont là, ils font dire l'opposition. Moi aussi, ils ont partagé, hein, parce que nous sommes là, on doit vivre toujours. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Bill, pour votre intervention. 22 21 33 74 91 36 63 75. 2 numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mercredi. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom c'est? Le nom c'est Salifou. Salifou, vous nous appelez d'Agoué. Vous nous appelez d'Agoué. Allez-y, Salifou. Oui, bon, aujourd'hui nous sommes tous témoins des résultats de cette élection. C'est vrai que on ne peut analyser que ce qui est sorti des urnes. Mais personne ne peut plus dire aujourd'hui comment ce résultat est entré dans les urnes. C'est ce qui est sorti que nous analysons. Alors, moi, ce que je voudrais demander en toute courtoisie à nos frères journalistes, c'est d'analyser ces résultats un peu au conditionnel aussi. Parce que quand vous analysez un mythe, votre analyse ne peut que être mythique. Donc, ça blesse quelquefois quand nous écoutons tout ce qui se dit à l'autre bout du fil, bon, à l'antenne là-bas. Bon, nous savons qu'on va nous dire après que, bon, nous ne sommes que des auditeurs et nous n'avons pas de leçons à donner à ceux qui sont là-bas. Mais n'oubliez pas aussi que nous écoutons d'autres chaînes internationales ou même locales, hein. Et nous voyons comment les gens analysent la situation. Mais quand au Togo, nous sommes dans une situation... Salifou. Oui, Salifou. Comme si c'était... Allô, Salifou. Ça nous gêne un peu. Décidément, Salifou n'a pas de retour, hein, puisque il ne m'écoute pas. Nous aimerions tout simplement que vous vous prononciez sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Si telle ou telle personne a dit quoi que ce soit, allez, je pense que le mieux, c'est de se prononcer sur le sujet. Oui, bonjour, comment vous allez? Bonjour le plateau. Oui, bonjour, comment vous allez? Comment vous allez? Oui, ça va. Votre nom, c'est? On peut connaître votre nom. Eric? Oui. Eric, vous nous appelez de quel quartier? Je suis à Télésou. À Télésou, allez-y. Ok, je vous ai écouté avec un terrain, mais je pense que certains de vos journalistes n'ont pas pu développer leur argument. Parce que, vous savez, lorsqu'on vote une constitution, on doit porter la constitution ou le contenu de la constitution à la population. On doit, c'est-à-dire, porter le contenu de la constitution à la population. Ça n'a pas été fait. À ce jour, aucun journaliste, bon, à mon avis, aucun journaliste n'a les tests. Mais c'est bizarre que certains journalistes soutiennent que le test qui a été voté est bon. Le régime parlementaire, d'autres pays l'ont expérimenté, et nous croyons que le régime parlementaire, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire permettre au pouvoir en place de certaines mesures au pouvoir. C'est ce qui se passe. En 2018, on a eu à voter, on a eu à limiter les mandats.
On n'a même pas encore expérimenté le mandat qui a été voté au Parlement. Brusquement, c'est une constitution sans consulter le peuple. On se toque à la République, on avait soumis la constitution au référendum. Mais ça a été fait. Il y a une situation que c'est bon. Non, franchement, ça me dérange quoi. Eric, voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur, je pense bien. Et donc, nous allons insérer le dernier auditeur, 22 21 33 114. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. D'accord, votre nom c'est? Je m'appelle Yao, j'appelle Adido Gomé. Yao, depuis Adido Gomé, allez-y. Oui, bon, votre émission m'a intéressé beaucoup, mais d'autant plus que moi j'ai quelque chose à dire au gouvernement. Et il nous gouverne depuis. Il nous gouverne, mais je veux qu'au moins cette fois-ci, nous puissions voir un tout petit peu l'allocation familiale, qui est à 2000 depuis 1916 que moi je suis né. C'est toujours 2000 jusqu'à présent. Les enfants grandissent, le coût de vie, tout ça là, mais ils ne se gênent pas pour augmenter au moins le quotient familial à au moins 5 000 francs par enfant. C'est ce qui me dérange, moi je voulais vous appeler, pour que s'ils sont à l'écoute, ils n'ont pas fait un effort d'augmenter au moins le quotient familial. Merci beaucoup. Ils sont à l'écoute et je pense quand même que votre intervention a été écoutée. Alors, nous revenons en plateau. Chers confrères, nous avons écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité ou du moins sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Borima? Oui, si tu permets, moi je voudrais rebondir par rapport à l'avant-dernier auditeur, Eric, qui estime que nous avons porté un jugement sur la nouvelle constitution. Je ne crois pas que parmi nous ici, quelqu'un a porté un jugement sur la nouvelle constitution. Nous avons évoqué ce qu'il était par rapport au vote qui a eu lieu, mais personne d'entre nous n'a porté un jugement, d'autant plus que nous disons que nous n'avons pas encore le test. Donc peut-être que si les gens nous écoutent, qui nous écoutent très bien, pour pouvoir intervenir, ça nous intéresserait également. Et par rapport à l'autre auditeur, Salifou, je crois, qui nous demande d'intervenir au conditionnel. Nous, on sait quand est-ce qu'il faut intervenir au conditionnel, parce que c'est notre travail. Aujourd'hui, nous avons débattu sur les résultats. Les résultats ont été donnés par la CENI. Nous, on prend ce que la CENI a donné et on en débat. Ça, on ne peut pas débattre au conditionnel parce que c'est la CENI. Ce sont les résultats provisoires. Donc, nous, on connaît bien notre travail. Quand est-ce qu'il faut dire au conditionnel, on essaie également. Donc, quand ils veulent intervenir, ils n'ont qu'à aussi chercher à se renseigner. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Mais il y a un aspect, je vais terminer là-bas parce rapidement. Que... Oui. Il y a un aspect que nous n'avons pas débattu ici par rapport au problème d'insécurité au niveau de la partie septentrionale, parce que je pense, moi j'aurais voulu, peut-être que l'occasion nous permettra la prochaine fois qu'on revienne là-dessus par rapport au travail qui a été fait pour rendre hommage à nos FDS par rapport à cela. Parce que personne n'y pensait que les gens pouvaient faire la campagne dans cette partie du pays pour pouvoir, et puis les électeurs allaient sortir pour aller se jouer leur rôle. Donc je pense qu'il faut rendre hommage à ces gens-là qui ont eu à donner leur vie, certains parmi eux qui ont donné leur vie pour que la paix, pour que la sécurité, pour que les gens puissent aller voter. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Merci beaucoup. Sylvestre? Oui, merci au FDS, mais vous savez aussi, taux de sécurité tue la sécurité. Ça, de taux de sécurité devient insécurité. Vous avez écouté donc les témoignages donc, de Binafam de FDR. Le seul un candidat avec 4 jeeps, ça fait fuir donc les électeurs. Voyez-vous, lors de la campagne, tout ça, lorsque vous voyez trop donc, de militaires autour d'un candidat et tout ça aussi, ça n'encourage véritablement pas. Sinon, ils ont quand même fait un bon travail. Maintenant, vous savez, nous avons épilogué en parlant de la CENI avec les 5 sièges au Parlement et puis les 108 pour le parti au pouvoir. Mais ça peut également évoluer, puisque il ne reste que la Cour suprême et puis il y a des voies de recours. Il peut y avoir aussi des erreurs de calcul. Donc UNIR peut se voir peut-être un beau matin avec peut-être 102 ou 104 sièges. C'est possible. Pourquoi pas 109? Pourquoi? C'est également possible. Pourquoi 109 aussi c'est possible. Mais sauf que ce que nous disons, c'est que les chiffres donc au niveau de la CENI peuvent également évoluer. Bon, je termine en fait par l'opposition. Il y a un message qui est lancé par le PP que tout le monde donc doit quand même écouter. En 2018, l'opposition a demandé donc aux Togolais de ne pas aller voter parce qu'on boycottait les législatives de 2018. Les gens ont écouté, ils ne sont pas allés voter. Mais cette fois-ci, en 2024, on demande au même peuple d'aller voter. Ils ne sont pas allés, ils sont restés.
ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez dit allez-y, vous avez dit n'allez pas, ils sont restés. Mais cette fois-ci, allez-y, ils sont encore restés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faudrait déjà que l'opposition commence à travailler sur cela. Parce que l'année prochaine, en 2025, il y a les locales. Il ne faut pas attendre encore que l'UNIP vienne encore raser tout. Il faut déjà commencer un travail sérieux sur le terrain pour que on ne connaisse pas le sort que nous avons aujourd'hui. D'accord, Abbas. Oui, je pense qu'on a trop parlé même des législatives. On n'a pas beaucoup évoqué les régionales, où on voit qu'il y a 147 pour unir, 137 pour unir, 42 pour l'opposition. Donc, comme Sylvestre le dit, il faudrait que les gens se réveillent vite et qu'ils ne dorment pas. Aujourd'hui, on parle de ces élections, on n'a que les résultats provisoires. C'est la Cour constitutionnelle. Les résultats provisoires donnés par la CENI, c'est des résultats reçus des CELI. Et proclamé. On est proclamé comme ça, tel quel. Mais c'est à la Cour constitutionnelle que ça se travaille. On fait les décomptes, on voit les bulletins nuls. Parce que j'ai vu que dans une localité, il y a plus de 20 bulletins nuls. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été annulés? La Cour constitutionnelle va vérifier tout ça. Et c'est tellement qu'à la proclamation des résultats définitifs, il y aura aussi d'autres surprises. D'accord. Fabrice? Oui, moi je voulais répondre au premier auditeur qui évoquait la désobéissance civile en parlant de la Constitution. Je crois que c'est le Parlement et on les appelle les représentants du peuple ou encore les élus du peuple. Donc qui ont voté cette Constitution. Donc nous ne sommes pas dans le cas de figure où dans lequel ils voudraient nous envoyer comme quoi la Constitution a été renversée. Non, nous sommes dans ce cas de figure, c'est quand peut-être quelqu'un prend les armes pour renverser les institutions de la République contre la loi. C'est dans ce cas-là on peut évoquer cet article qui concerne la désobéissance civile. Mais ici, on dit que le peuple confie à ses représentants au Parlement le pouvoir de légiférer en son nom. Et donc, c'est pour cela, quand vous avez la majorité, ça voudrait dire que vous avez la majorité du peuple qui vous a envoyé au niveau du Parlement. Donc, c'est sur la base de cette Constitution-là, les articles de cette Constitution-là, notamment l'article 144, qu'elle a été adoptée, la nouvelle Constitution a été adoptée. Donc, nous ne sommes pas dans le cas de figure qu'il évoque. D'accord, merci beaucoup Fabrice. Estelle? Oui, je voudrais remercier l'auditeur Patrick et remercier également à Malik. Moi, de la diversité des opinions jaillit la vérité. Moi, je les remercie tous. Mais je voudrais leur dire qu'il ne faut pas que les auditeurs prennent nos discussions, nos critiques dans l'ensemble comme un acharnement sur l'opposition. Puisqu'il est bien dit dans l'esprit de loi de Montesquieu que quiconque a le pouvoir est tenté d'en abuser. Et il ne faudrait pas la disposition des choses que le pouvoir arrête le pouvoir. Il y va jusqu'à ce qu'il ne trouve en fait un contre-pouvoir. Aujourd'hui, l'opposition doit être ce contre-pouvoir-là et qu'il souffre que tant que l'opposition ne trouvera pas les moyens d'être ce contre-pouvoir, on discutera toujours dans l'ensemble. Et pour finir, unir même n'a aucun intérêt aujourd'hui à être seul au niveau des instances du pays. Non, je ne vois pas, puisque ça ressemblerait à autre chose. Et la large victoire de Union au niveau des deux élections aujourd'hui, pour moi, c'est un cri de cœur des populations vers ce parti-là pour faire mieux, surtout au niveau des questions sociales, au niveau de développement et ce que tout le peuple attend de lui. Merci beaucoup, Estelle. Merci Bouraïman d'être passé dans cette émission. Merci Sylvestre, merci Abbas, merci Fabrice d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'animer cette émission avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis aussi. Merci à Michel Tomiga qui a assuré